Alors souvent sans surprise, disais-je, eh bien le nouveau cru du PLFSS présente une saveur particulière avec des mesures qui pourraient transformer durablement le secteur du grand âge à quelques conditions près. Florence, on va rappeler que c'est le dernier texte majeur avant la prochaine élection présidentielle. Absolument, c'est le dernier texte majeur. Il est voté depuis la semaine dernière. C'est donc maintenant plus un PLFSS, mais bien une LFSS, une loi de financement de la sécurité sociale. Et puis surtout, il vient en remplacement du projet de loi grand âge qu'on attendait quand même depuis plusieurs mois, plusieurs années même, qui était un engagement d'Emmanuel Macron pendant ce quinquennat. Et puis la crise est arrivée. Finalement, début d'année 2021, on nous dit encore qu'il va y avoir un projet de loi grand âge. Au CINERPA, on y croit peu, clairement. Et puis, elle est abandonnée. Et puis, résurgence fin juin, avec un projet de loi Génération solidaire. On nous dit dans l'oreillette qu'il va arriver également. Et puis, tout l'été, silence radio. On se dit, il n'y aura pas de loi, finalement. Il n'y aura toujours pas de loi. Et puis, quand même, mi-septembre, Jean Castex, qui fait une intervention chez un de nos adhérents, d'ailleurs, le 23 septembre, avec Brigitte Bourguignon, nous annonçons quand même quelques mesures grand âge. Donc là, on est assez peu au courant, d'ailleurs, et effectivement, on découvrira quelques jours plus tard le projet de loi de finances de la sécurité sociale qui porte en son sein quelques mesures grand âge très intéressante pour l'avenir. Donc oui, Brigitte Bourguignon, vraisemblablement, et c'est sûr, a gagné ses arbitrages cet été, puisqu'en général, c'est au cœur de l'été que ces arbitrages se décident. Et donc oui, il y a des mesures grand âge, deux assez emblématiques. Une première vraiment sur les services à domicile. Elle était fortement attendue par le secteur, fortement demandée, avec la création des nouveaux services autonomie à domicile, qui sont la réunion des services d'aide et des services de soins à domicile. Plusieurs choses très intéressantes dans cet article. Un nouveau forfait coordination pour ces nouveaux services autonomie qui vont donc remplacer progressivement, au fil du temps, les SAD d'un côté, les SIAD de l'autre. Il y a ce fameux tarif plancher que nous demandions depuis des mois, voire des années, qui va être fixé à 22 €. C'est vraiment la meilleure nouvelle de ce projet de loi de finances. Et puis un forfait qualité à 3 € qui sera mis en place en septembre. Donc beaucoup de décrets d'application qui doivent sortir après cette loi de finances, mais déjà un gros bloc sur le domicile qui est vraiment à saluer. Et puis quand même, les EHPAD ne sont pas en reste, puisque l'article 47 a mis en œuvre cet article qui dit que les EHPAD deviendront aussi des centres de ressources territoriales. Donc là, il faudra affiner avec le temps pour voir ce que ça signifie. Mais c'est un peu, là encore, une demande de très longue date du CINERPA, puisque depuis 2007, on demande à ce que les EHPAD soient transformés en EHPAD plateforme et qu'ils puissent offrir des services à la population du territoire, la population âgée du territoire. Et donc, ce nouvel article 47 risque, dans les années à venir, de nous permettre de le faire. Donc finalement, une fin de mandat et un dernier texte de la mandature qui nous va très bien. Alors bien sûr, il y aura encore des choses à négocier dans les mois à venir sur les décrets, voire dans les semaines à venir sur les décrets. Et puis, il y aura le modèle à faire évoluer, mais quand même satisfecit général. Bien, alors Caroline Janvier, parlons-en. Vous êtes députée de La République En Marche du Loiret, rapporteur du PLFSS 2022. On rappelle que les débats parlementaires ont duré de début octobre à fin novembre. Alors, redisons-le en préambule, il ne remplace pas, cette loi ne remplace pas la grande loi sur le grand âge attendu. Oui, alors tout d'abord, bonjour à toutes et à tous. Et puis, je regrette, j'avais beaucoup de choses à dire aussi sur la cybersécurité, donc ça aurait été avec plaisir de participer à la précédente table ronde. En tout cas, merci de votre accueil. Ravi d'entendre vos mots de satisfaction quant à ce grand texte. En effet, il ne remplace pas la loi grand âge. Il y a eu évidemment une part de déception du secteur qu'on comprend bien, puisque l'intérêt d'une loi, c'est de définir un projet, une vision et une organisation. Mais je crois que l'absence de cette loi a permis finalement des moyens plus importants que s'il y avait eu une loi, puisqu'effectivement, on était évidemment dans l'obligation de, quelque part, de tenir nos engagements. Et on a eu des mesures sur le plan budgétaire, et j'en suis évidemment ravie en tant que rapporteur de la partie autonomie du budget de la sécurité sociale, à la fois les mesures d'accompagnement des personnes âgées, mais aussi des personnes handicapées. Eh bien, on a eu des sommes, évidemment. Alors, vous connaissiez les 2,1 milliards qui avaient déjà été dédiés aux EHPAD, des mesures d'investissement. On a les 183 € nets par mois, et là,
là encore, je crois que c'est assez inédit et c'était à la fois très attendu et très légitime. On connaît les besoins de recrutement du secteur. Et cette loi, vous l'avez rappelé, elle consacre plusieurs principes importants, plusieurs mesures qui étaient attendues, la question du tarif plancher, la question du rapprochement de ces SIAD et de ces SAD, et la mise en place de ces centres de ressources territoriaux qu'il va falloir construire dans les années à venir. Alors justement, arrêtons-nous sur quelques points précis. L'annualisation de la tarification plancher sera-t-elle rediscutée chaque année? Il y aura une discussion chaque année de ce tarif qui est donc fixé à 22 €. Je rappelle juste pour avoir une idée des chiffres, on évalue le coût autour de 24 €. Au-delà de ces 22 €, il y a les 3 € de dotation complémentaire qui seront attribués. Alors il y a 6 critères qui ont été définis, la question de l'éloignement, de l'amplitude horaire, du niveau de dépendance et 3 autres critères. Et donc tout cela avoisine finalement les 25 €, 22 plus 3 € de dotation complémentaire. Et oui, il y aura une discussion annuelle qui permettra de prendre en compte l'inflation, la question évidemment démographique. Et donc ça a été effectivement inscrit par amendement à ce projet de loi de financement de la sécurité sociale. Alors la loi, on l'a dit, acte la naissance de l'EHPAD plateforme, un par département en 2022 ? Alors, il y aura à minima un par département, mais on vise après une montée en charge progressive, puisqu'il y a 20 millions d'euros qui sont prévus en 2022, 78 millions sur cette démarche-là à horizon 2025. Donc, on vise autour de 4-5 par département. L'idée, c'est que cette démarche, ce dispositif, cette nouvelle mission confiée aux EHPAD, eh bien, s'amplifie et vienne surtout répondre à des enjeux très concrets en fonction du taux d'équipement en EHPAD, en service à domicile, en établissement et dispositifs aussi sanitaires. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir une réponse qui soit construite localement et qui n'ait pas une définition depuis Paris des besoins évidemment locaux. Et on l'a dit, l'article 30 acte la transformation des SAD, SIAD, SPASAD en services autonomie à domicile. Tout à fait. Et ça, c'est important. Alors, il va y avoir un rapprochement qui va là encore se faire dans le temps, avec un cahier des charges qui sera disponible en 2023 et un horizon qui sera 2025 pour que tous les services soient organisés de la même façon. Et on aura effectivement un rapprochement. Alors, on sait qu'il y a davantage de SIAD que de SAD, donc ça partira d'abord des SIAD avec un conventionnement qui sera proposé comme forme de rapprochement avec les SAD. Mais l'idée, c'est qu'effectivement, tous les services à horizon 2025 puissent proposer à la fois de l'accompagnement et du soin. Et ça facilite à la fois les choses, évidemment, pour l'usager, pour le bénéficiaire, pour ses proches, mais aussi pour ces structures qui travailleront davantage en réseau. Alors, le président du CINERPA, Jean-Christophe Amarantini, à votre droite, vous a écouté très attentivement. Quelle réaction, Jean-Christophe ? Tout d'abord, Madame la députée, merci, puisque vous nous avez vraiment aidé, écouté, vous avez été présente tout au long des allers-retours avec nos équipes. Donc, et merci aussi de nous rendre visite. Les adhérents sont très satisfaits de vous avoir. Donc, sur les sujets, notamment de domicile, donc, bien entendu, on est tout à fait satisfait de toutes ces avancées. Il y a quand même quelques points à clarifier qui pourront nous poser problème. Alors, sur la partie SPASAD, il faut que vous sachiez qu'en pratique, aujourd'hui, la majorité des SIAD existants, pour des raisons historiques sur les territoires, sont des SIAD associatifs. La majorité, en revanche, des structures d'aide à domicile, de services à la personne, sont des sociétés commerciales. Donc déjà, on a un souci aujourd'hui, c'est qu'on ne voit pas comment on va pouvoir marier ces deux entités pour pouvoir bénéficier de financement assurance maladie dans le cadre d'une seule structure juridique. Donc déjà, là, il y a un souci d'un point de vue pratique, mais qui est encore une fois historique, donc il faudra peut-être y travailler avec les services. Sur la partie tarif APA PCH plancher, on est tout à fait satisfait. Donc ça, c'est aussi une mesure qu'on portait depuis des années. Donc on est très heureux. Ça aura le mérite d'uniformiser sur les départements le tarif, alors qu'aujourd'hui, on avait des disparités énormes d'un département à un autre. Et ça va bien entendu permettre également pour les bénéficiaires d'optimiser leur plan de prise en charge et de maintien à domicile. Donc ça, c'est une excellente mesure. On a des interrogations sur la partie coordination et qualité. Parce que sur la partie coordination, en fait, on ne sait pas
qui va percevoir le forfait lorsqu'il y aura un mariage possible entre SIAD et SAD, d'une part. D'autre part, il nous semble impossible, lorsque la structure va passer un partenariat avec les infirmiers libéraux, de bénéficier également de ce forfait. Et pour la partie qualité, donc on a compris également que c'était un tarif moyen, donc il va y avoir certainement des extrêmes. Et on a compris également que c'était les structures qui étaient titulaires d'un CEPOM qui pourraient en bénéficier. Donc que va-t-il se passer pour les structures qui ne seront pas signataires d'un CEPOM? Donc elles vont être certainement traitées sur un régime différent, être un petit peu laissées de côté. Bon, voilà les questions enfin les réflexions plutôt que des questions, si vous pouvez y répondre. Ensuite, sur l'EHPAD, alors là aussi, on est très satisfait de ces avancées. Pour nous, finalement, là je prends ma casquette EHPAD, ça va nous permettre enfin d'aller réaliser de nouvelles missions en dehors de nos établissements, de réaliser une prise en charge hors les murs, sans empiéter sur les plates-bandes de nos amis des services à domicile, bien entendu. Sauf que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on a quand même un souci au niveau budgétaire, c'est que, en divisant tout simplement les crédits qui sont alloués sur ces transformations, on a vu que sur 2022, ça représentait une structure par département, et à horizon 2025, on est de l'ordre de 3 à 4 structures par département. Donc, on a envie de vous dire que c'est dommage que les moyens ne soient pas au rendez-vous, parce que ce virage d'ouverture de l'EHPAD vers l'extérieur, qui est une excellente chose pour les opérateurs, mais surtout pour les personnes qui sont maintenues à domicile ou qui viennent se ressourcer en établissement, à proximité des établissements, va là aussi générer un décalage de transformation, un système à 2 vitesses qui malheureusement aurait pu être réglé plus rapidement si les financements étaient au rendez-vous. Voilà un petit peu, entre guillemets, les critiques qu'on pouvait formuler sur ces avancées qui sont encore une fois des avancées phares, majeures et qu'on salue. Je comprends tout à fait qu'il reste encore beaucoup d'interrogations, voire de craintes sur la façon dont ça va se mettre en œuvre, parce qu'effectivement, on est en train d'organiser un changement de modèle et on le fait par un texte budgétaire, en l'occurrence une loi de financement de la sécurité sociale. Et donc, on met en place un certain nombre de mesures qui étaient, vous l'avez rappelé, demandées par le secteur, mais ça va prendre un peu de temps. Et là, ce que vous évoquez sur la différence de statut entre, par exemple, les SIAD et les SAD et la façon dont ça va s'organiser, on verra la façon dont c'est décliné aussi dans les textes réglementaires, mais évidemment, il va falloir trouver différents modèles. L'idée de la convention de partenariat va permettre d'avoir quelque chose d'un peu souple. Et effectivement, il va falloir, département par département, structure par structure, et c'est pour ça qu'on a des délais qui sont importants, construire quelque chose, construire ce rapprochement-là. Et ça, il va falloir que ça se fasse évidemment par les acteurs le plus possible et que ce ne soit pas les ARS au niveau régional qui décident de la façon dont ça s'organise. Sur la dotation complémentaire, oui, ça passe par un CEPOM. Pourquoi? Parce que les CEPOM, les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens, aujourd'hui restent le meilleur ou le moins mauvais outil pour les financeurs pour organiser à la fois les financements mais aussi les équipements. On sait que les départements y vont peu, n'y vont pas assez, et nous on veut justement harmoniser les choses, avoir, et c'est l'idée du tarif plancher, avoir quelque part un accompagnement qui soit équitable sur l'ensemble du territoire. Et donc effectivement ça passera par un CEPOM, et moi je crois que le CEPOM reste aussi un outil de garantie de financement. Quand vous avez des financements qui sont prévus sur 5 ans, et bien pour les structures, pour les salariés, c'est aussi évidemment un garde-fou. Et sur votre question qui était le nombre que vous jugez insuffisant effectivement de centres de ressources, c'est un outil parmi d'autres. On a commencé par une expérimentation, on le généralise aujourd'hui avec une montée en charge. Ça n'empêche pas les évolutions qui sont d'ailleurs prévues de longue date et anticipées par vos établissements, qui sont d'ouverture de l'EHPAD sur son environnement, l'EHPAD du futur, tous ces modèles-là. C'est un outil et un financement supplémentaire pour effectivement valoriser et essayer de voir dans quelle mesure. Mais effectivement, si ça continue de bien fonctionner comme l'expérimentation l'a montré, eh bien, dans les futurs PLFSS, il pourra y avoir davantage d'enveloppes qui seront dégagées pour peut-être généraliser ce modèle à absolument tous les EHPAD. Bien, alors Marc Bourquin, vous êtes conseiller stratégique de la Fédération hospitalière de France.
Comment vous la trouvez, vous, cette loi de financement de la sécurité sociale? Qu'est-ce qu'elle contient de bien et qu'est-ce qui lui manque? D'abord, merci de votre invitation. Bonjour à toutes et tous. Oui, elle est bien. Le problème, ce n'est pas ce qu'il y a dans la loi, c'est ce qui n'y est pas. Alors, pourquoi? Parce que les deux mesures, je ne vais pas développer parce que je serai amené à redire ce qui vient d'être dit sur le service autonomie, même si fondamentalement, je pense que finalement, on garde deux choses distinctes entre le SAD, le SIAD, on coordonne, on recoordonne, c'est très bien. Il y aurait une solution beaucoup plus simple, c'est de faire un service unique. Mais ça, on ne peut pas parce qu'on n'a pas tranché la question de la gouvernance. Et la réalité, c'est ça, c'est qu'on n'a pas tranché la question de la gouvernance. Mais on aura sûrement l'occasion d'y revenir. Ça va dans le bon sens, ça y va simplement, je ne dirais pas à la vitesse d'un escargot, mais d'un TER, alors qu'on pourrait aller plus vite. Sur la partie ouverture de l'EHPAD, là aussi, toute grande satisfaction. Alors je ne sais pas si c'est depuis 2007, mais ça fait longtemps qu'on prône cela. On pourrait là aussi aller plus loin. Nous, ce qu'on appelle de nos voeux, c'est une autorisation à la file active qui permettrait d'assouplir totalement les autorisations, mais clairement, on va dans le bon sens. Ça serait absurde de ne pas utiliser les 7500 EHPAD qui existent sur le territoire pour le soutien à domicile. Deuxièmement, c'est la condition de l'attractivité de l'EHPAD en termes de ressources humaines, parce que l'ouvrir sur l'extérieur, c'est essentiel. Si on dit l'EHPAD, c'est quand on ne peut pas rester à domicile, etc., on n'attirera pas les professionnels dont on a besoin. Et puis la troisième raison, dont on ne parle peut-être pas assez, c'est qu'on a une vague démographique qui est énorme devant nous et qu'on a un impératif catégorique, c'est la prévention et la prévention. Et je pense qu'il y a des ressources dans les EHPAD pour aider à ça. On pourrait développer, mais voilà. Alors ça, tout ça, ça va dans le bon sens, même s'il faudrait aller plus vite, plus loin. Alors, qu'est-ce qu'il n'y a pas? Mais ce qu'il n'y a pas, fondamentalement, pardon, mais c'est que, je ne veux pas être pessimiste, mais en réalité, on ne va pas y arriver comme ça. Pourquoi on ne va pas y arriver comme ça? C'est tout simple. Parce que, peut-être qu'on ne l'a pas vu, mais quand on a créé la branche autonomie, ce qui est une bonne chose, les ressources de la branche autonomie, elles sont connues. C'est la CSG. C'est 2,85 points de CSG. Donc toutes les augmentations dont on parle, elles vont arriver tout doucement. Parce que la croissance économique, vous le savez, alors cette année il y a un rebond, etc. La croissance économique réelle de la France, c'est 1% par an. Donc la CSG, structurellement, en volume, elle va croître de 1% par an. Et avec ça, on ne va pas pouvoir faire ce qu'on ambitionne de faire. Donc il y a une question qui va se poser, c'est celle d'une loi de programmation, y compris financière, c'est-à-dire une loi, cette grande loi qu'on attendait tous, elle a une dimension civilisationnelle, c'est-à-dire la société de tous les âges, donner une égale dignité finalement à chaque année de la vie, et ça pour le moment on n'y est pas, mais elle a aussi une dimension programmatique et financière, c'est de dire voilà les ressources qu'on se donne à 5-10 ans, et je dis bien les ressources. Parce que chaque année, nous, fédération, on va dire il n'y a pas assez, il faut plus. Mais la branche autonomie, elle ne pourra pas fabriquer plus que les ressources qu'elle a. Alors certes, on va avoir en 2024 un ressaut. Malheureusement, il est déjà pré-engagé très largement. Et donc, s'il n'y a pas un choix politique de dire qu'on affecte plus de ressources à la branche autonomie parce que c'est la nécessité de transformer, d'améliorer les services et puis de répondre à l'urgence démographique, eh bien, on n'arrivera pas à potentialiser les promesses de réorganisation et de progrès que contiennent effectivement les textes, notamment de la loi de finances pour 2022. Bien, merci. Frédéric Walter, vous êtes directeur général d'Aegide Domitis, numéro 1 dans le secteur de la résidence-service senior. Les RSS concourent activement, on le sait, à l'accompagnement des personnes âgées. Une centaine de nouvelles résidences chaque année, 80 logements en moyenne, voilà, c'est à peu près les chiffres qu'on a à ce jour. Alors, cette loi de financement de la sécurité sociale ne concerne que le secteur médico-social, mais y a-t-il quand même des choses qui pourraient vous intéresser ? On se considère un petit peu membre de la grande famille du domicile, donc on va prendre les bonnes nouvelles du domicile un petit peu pour nous. Vous savez, les résidents qui s'installent dans les résidences-services sont chez elles sont au domicile. Et nous rendons des services qui, pour une grande partie, effectivement, sont des services d'aide et d'accompagnement aux personnes qui en ont besoin. Je pense qu'on se félicite effectivement des avancées du domicile, et je crois que le combat que le CINERPA a mené aussi, notamment, porte ses fruits.
Cela dit, vous le disiez, Marc Burquin, la vague, on parlait de vague épidémique, on parle de vague d'augmentation de la population des plus de 75 ans. On est en plein dedans, on est dans la décennie, vous savez bien, les résidences-services se sont développées depuis une bonne quinzaine d'années énormément. On va atteindre les 1000 résidences en France. On est parti de loin, on était à 100 il y a 15 ans. Hein. Donc vous voyez, c'est beaucoup développé. Et l'enjeu est considérable. Donc je pense que soutenir le domicile, c'est indispensable. Et mettre en place effectivement des moyens pour l'habitat inclusif, c'est indispensable. Mais on est un peu dans un pays où on aime bien le small is beautiful et le associatif is beautiful. On a des crédits pour l'habitat inclusif et la conférence des financeurs qui sont vraiment saupoudrés, à mon avis. Je pense si on ne s'appuie pas sur les grands groupes, y compris les groupes privés, pour mettre en œuvre des politiques, vous parliez de la prévention de la perte d'autonomie, ça me semble tout à fait essentiel. Je pense qu'il y a des moyens, il y a des choses qu'on demande depuis quelques années, depuis 2015 d'ailleurs, depuis la loi SV, on demande un certain nombre de choses sur, par exemple, la simplification des normes, faciliter l'implantation des résidences-services. Il y a des choses qui ne coûtent pas d'argent et qui devraient pouvoir se mettre en place. Alors, est-ce que ça doit passer par des concertations interministérielles? Peut-être, hein, il y a certainement des choses. Nous, ce que nous demandons, c'est une réflexion pour être un petit peu plus ambitieux sur des choses qui sont des bonnes mesures comme le soutien de l'habitat inclusif et l'aide à la vie partagée, mais il faut absolument ne pas trop le limiter, parce que si on le limite trop, on va mettre trop longtemps et on va se retrouver dans 10 ans en ayant créé quelques centaines ou quelques milliers de logements, ce qui sera nettement insuffisant. Bien. Florence, un mot sur ces sujets ? Alors sur ces sujets, ça a été dit, mais peut-être en tout cas comme information importante de 2021, et là où les départements vont être très importants, hein, puisque ce 22 € maintenant, il va falloir le mettre en place, et notamment pour le domicile au 1er janvier. Donc le travail recommence hein, dès après la loi de finances avec les autorités ministérielles pour les décrets d'application. Et puis quand même à noter que l'Assemblée des départements de France a complètement changé cette année, hein, et donc c'est avec eux maintenant une nouvelle Assemblée des départements de France. Dominique Bussereau a quitté ses fonctions de président. C'est maintenant François Sauvadet qui a pris la présidence de l'Assemblée des départements de France, l'ADF, qui réunit tous les présidents de conseils départementaux. On a Olivier Richefou qui a pris la vice-présidence de l'autonomie à l'ADF. Et ça, c'est vraiment important de travailler avec eux main dans la main maintenant sur ce projet de loi, enfin sur cette loi de finances, puisque c'est eux qui vont avoir à la mettre en place au 1er janvier. Donc certes, l'État finance par des fonds de concours le différentiel entre le tarif actuel du département et les 22 €, le fameux tarif plancher qui va être mis en place, mais c'est un gros travail aussi à faire avec les départements. C'est vrai que Marc le disait, la problématique de la gouvernance dans le secteur n'a pas été traitée. Sur le champ de l'EHPAD, on a une co-gouvernance département-ARS. Sur le champ du domicile, on a une gouvernance quasiment exclusivement département, sauf sur les SIAD, c'est complètement ARS. Et sur les RSS, il n'y a pas vraiment de gouvernance. Donc voilà, on est quand même malheureusement encore à cet endroit où il va falloir pour, on espère, le prochain quinquennat. Et d'ailleurs, ce projet de loi de finances, l'avantage qu'il nous offre, c'est de nous offrir des pistes de travail pour le prochain quinquennat parce qu'il ouvre de nouvelles façons de voir le secteur de l'aide à domicile et de le moderniser. Donc voilà, donc c'est un pied dans la porte, comme on appelle ce projet de loi de finances. Pour nous, c'est un pied dans la porte et on va continuer, évidemment, à pousser la porte pour moderniser encore et toujours l'aide et le soin à domicile. C'est ce que veulent les Français et c'est ce qu'il faut faire. Bien, alors nous continuons d'en parler avec deux nouveaux intervenants qui vont nous rejoindre sur scène, à savoir Daphna Mouchenik et Nicolas Urtiger. Vous nous quittez, Madame Janvier? Non, vous pouvez rester encore avec nous un instant. Daphna Mouchenik, présidente du Synerpa Domicile. Nicolas Urtiger, vice-président du Synerpa Domicile. Voilà. Installez-vous à côté de Florence. Comme quoi, le domicile, quand même, hein, cette année, c'est vraiment ce qui nous a mobilisés
puisque évidemment on en reparle. Et c'est vrai que ce projet de loi de finances de la sécurité sociale qui porte en son sein 22 € plus 3 €, il se trouve que depuis le mois de janvier, février 2021, avec Dafna, et d'ailleurs à la demande de Dafna, nous avions créé un plan un peu politique en 3 points, dont le tarif plancher que nous avions voulu mettre à 23 € et un forfait qualité de 3,50 €. Donc toute l'année, nous avons demandé à Madame Bourguignon et aux parlementaires cette notion de tarif plancher à 23 € pour nous et 3,50 €. Et finalement, c'est un 22 plus 3. Donc c'est évidemment beaucoup à Dafna que nous devons ce beau résultat sur le domicile. Mais j'ai l'impression que Dafna, elle en veut plus. Ben oui, non, mais c'est un pied dans la porte, c'est effectivement. Pour raconter effectivement la petite histoire, quand j'ai démarré ce mandat, je me disais ça va être fantastique, ça va être le mandat de la loi grand âge, je vais participer à ça. Et puis bon, voilà, les péripéties ont fait que on s'est retrouvé en pleine tempête, la crise sanitaire, que bon, ça s'est pas fait. Et il y a 1 an et demi, je crois, Florence a dit bon, je crois qu'on n'aura pas la loi là, le temps passe. Qu'est-ce qu'il faut pousser? Dites-nous ce qu'il faut pousser. Alors, on avait fait une liste, une longue liste. Et après, les équipes du CINERPA ont travaillé sur ce qui était possible d'atteindre rapidement, en tout cas avec plein d'énergie, et sans loi. Et effectivement, il y avait le forfait plancher, il y avait le tarif plancher, le forfait coordination, et le troisième, il y avait un troisième point. Service d'aide et de soins. Service d'aide et de soins, parce que c'est vraiment le projet que porte le CINERPA, c'est dans l'ADN du CINERPA. Et effectivement, avec une énergie de dingue, on a porté ce plan urgence domicile. On a réussi à convaincre, pas sans trop de difficultés, nos camarades de la FESP et de la FEDESAP qui sont venus comme ça nous retrouver. Entre-temps, il y a eu l'annonce de l'avenant 43. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça nous a un peu plombé, voilà. Et qui, loin d'apporter des réponses, ça a quand même bien complexifié, y compris pour les services associatifs qui sont aussi adhérents au CINERPA du domicile et qui n'ont pas de certitude de se voir financer cette augmentation de tarifs. Et donc, du coup, Madame Bourguignon, effectivement, avait promis, et on peut lui reconnaître qu'elle a tenu sa promesse de porter des mesures phares. Alors, effectivement, moi, j'en veux toujours plus. Donc, d'abord, je lance des petites alertes. On a parlé de notre inquiétude quand même sur le fait qu'il ne fallait pas que ces 22 € entraînent une diminution de nos temps d'intervention et qu'il fallait absolument rehausser les enveloppes pour qu'on puisse continuer autant, parce qu'en vrai, il faudrait qu'on travaille plus auprès des personnes auprès desquelles on intervient, et notamment en GIR 1 et 2. Donc voilà, là, il va falloir, et je sais que le CINERPA domicile a obtenu des réponses et que vous êtes extrêmement vigilants, l'équipe, pour que ça soit suivi des faits, que les plafonds des plans d'aide montent. Les 3 €, on a conscience qu'il va falloir négocier tous, chacun dans notre département, et ça c'est quand même fastidieux, c'est dommage. On a un cahier des charges qui est quand même plein de mesures fortes. Enfin voilà, à partir du moment où on a un service autorisé, ça aurait été suffisant à mon sens, mais bon, c'est comme ça. La coordination, elle va être fléchée sur le soin. Je pense que vous vous trompez, que les coordinateurs, c'est nous. C'est pas que nous, mais c'est toujours nous. C'est toujours les services d'aide et d'accompagnement. Donc voilà. Et puis après, si je dois faire une lettre au Père Noël, et j'en finirai comme ça, en fait, moi, ce que j'aimerais, effectivement, mais vous savez, Monsieur Bourquin, que je suis fan de vous, vous l'avez un peu dit tout à l'heure, c'est qu'on se transforme vraiment, qu'il n'y ait qu'un seul service, qu'on puisse reconnaître les auxiliaires de vie comme premiers professionnels d'aide et de soins, ce qui permettrait de flécher des remboursements assurance maladie sur des actes qu'elles réalisent déjà. Il n'y aura pas de révolution. Aujourd'hui, c'est les départements qui parfois règlent via l'APA des actes qui devraient être pris en charge par l'assurance maladie. Donc voilà, qu'on puisse vraiment transformer de l'intérieur, faire reconnaître les professionnels pour ce qu'elles sont déjà, et nous permettre de nous transformer véritablement en service autonomie, de pouvoir accueillir en nos seins des infirmières coordinatrices, mais aussi s'appuyer beaucoup sur les responsables de secteur qui sont les véritables aussi coordinateurs de l'action à domicile que
que nous faisons chaque jour. Voilà. Et juste après, je tiens quand même à saluer tous les adhérents du domicile qui, contre vents et tempêtes, tiennent le coup. Je pense que pour rester dans ce secteur, il faut être sacrément convaincu et engagé. Donc voilà, je tenais à vous saluer. C'est bien de le faire. Alors, Daphna, je tiens à dire qu'on est tous fans de Marc Bourquin, je tiens à le dire. Alors, Daphna, vous ne vous représentez pas à la présidence du CINERPA à domicile, vous passez le flambeau à Nicolas. En quelques mots, je suis désolé de vous mettre un petit peu la pression, mais on me la met moi-même beaucoup dans l'oreillette. Quel bilan tirez-vous de ces 2 ans et demi de présidence du CINERPA à domicile ? Quel bilan, quel travail surtout. Enfin, je les ai vus travailler. On n'a jamais. Moi, ça fait 15 ans que je suis dans le secteur. J'entends, on râle, on sait, on est impatient et tout ça, mais n'empêche que c'est la première fois qu'il se passe quelque chose pour nous. Donc voilà, et je suis heureuse d'avoir eu la chance d'être présidente du CINERPA à domicile au moment où il se passe quelque chose. Je ne suis pas certaine que j'y sois pour grand-chose. Je pense que les lumières, les étoiles sont alignées maintenant pour qu'on comprenne qu'il faut donner les moyens aux professionnels du domicile d'être ce qu'ils sont. Et en fait, moi, mon étoile de berger, c'est un peu ce qu'ont vécu les EHPAD il y a 20 ans, et qu'on arrive à médicaliser nos services, à nous faire monter en compétences, et qu'on nous considère de la même manière qu'on a bien compris que les professionnels des EHPAD étaient ce qu'ils sont, qu'on nous considère de la même manière et qu'on nous accorde les mêmes financements pour soutenir la population. Voilà, pas plus ce bilan, sinon que de remercier Florence, l'ensemble des administrateurs, Nicolas, qui en fait, c'était quand même déjà quelque chose... pas de tête, mais enfin voilà, on s'est beaucoup concerté, on a beaucoup parlé, voilà, de m'avoir fait confiance. J'ai trouvé que c'était quand même audacieux, et je sais que en fait le relais est parfaitement assuré parce qu'on a travaillé main dans la main pendant tout ce temps. Eh bien, on va lui donner la parole pour quelques mots à Nicolas Urtiger, donc qui reprend le flambeau pour mener quel combat ? Tout a été dit. Je tiens d'abord à remercier Daphna qui m'a également fait confiance en me disant il y a 2 ans et demi, 3 ans, on va former un tandem à la présidence du CINERPA domicile. Je remercie également Jean-Christophe, Florence, toutes les équipes du CINERPA et puis les administrateurs qui ont bien voulu me renouveler leur confiance. Donc c'est assez naturellement que je reprends le flambeau. Le PLFSS va... au-delà de nos espérances. Daphna l'a très bien exprimé, Florence et les équipes nous ont éclairés il y a 1 an et demi en nous expliquant que la loi Grand Âge Autonomie, rebrandée en Génération Solidaire, n'aboutirait pas avant la fin de la mandature présidentielle actuelle, et que donc, si on voulait des avancées concrètes et rapides, il fallait miser sur le PLFSS. On a eu ce qu'on voulait, on a un ensemble de points de vigilance et d'attention que Jean-Christophe Marantinis a très bien rappelé, donc on sera évidemment très vigilant sur les modalités d'application et de mise en œuvre. On est parfaitement conscient que le législateur est confronté à la problématique départementale, à l'effet un peu dilutif, à la multiplicité des statuts des acteurs du secteur. Mais les principaux combats, ça va être de... Il y a un côté schizophrène dans notre métier, c'est qu'on a cette vision du parcours de soins, du décloisonnement soins-non-soins, du care management, de la coordination, de la liaison hôpital-ville-domicile, et puis en même temps, on a les aléas quotidien, opérationnel, les problématiques de pénurie de main-d'œuvre qualifiée qu'on connaît tous que trop bien. Donc il faut arriver à jongler avec les aléas du quotidien et puis en même temps entretenir cette flamme. Le Big Bang de l'offre n'a pas encore eu lieu, mais ça a été dit, je reprends l'expression, on met un pied dans la porte. Donc c'est un super début et on a été plus loin que tout ce qu'on a pu faire la précédente décennie. Et je regrette simplement qu'on ne l'ait pas fait plus tôt, mais on a fait preuve, tous autant qu'on est, depuis quasiment 2 ans, d'une telle agilité qu'on arrivera à rattraper notre retard, je n'en doute pas un seul instant. Jean-Christophe, peut-être un mot pour saluer la présidence de Daphna ? Oh là là. Un mot, voire 2, mais pas 3. Emblématique. Daphna, l'emblématique. Merci pour tout. Tu as tout donné pendant ton mandat. Merci Daphna. Et ce jour est particulier car c'est aujourd'hui l'anniversaire de Daphna. Bon anniversaire.
Florence, un mot? Oui, peut-être pour rappeler quand même que le Cinerpa domicile est créé depuis 2015 et que c'est une aventure collective, effectivement. Daphna avait commencé avec Nicolas et avec Damien Cacaré à l'époque. Donc voilà, c'est une petite bande de jeunes et on s'éclate au Cinerpa domicile en fait, hein, par rapport au vieux Cinerpa, à la Confédération qui a 20 ans d'ailleurs, qui a 20 ans cette année. Le Cinerpa domicile, c'est un petit syndicat et on s'éclate et on a plein de projets et c'est vrai, on ressent souvent cette espèce d'énergie des EHPAD il y a 20 ans, voilà, qui est faire des choses, des petits bouts, on essaye de moderniser comme on peut, on se débrouille et puis finalement ça marche. On propose et ça marche, la méthode elle marche. Donc voilà, donc on est très heureux voilà, au Cinerpa d'avoir le Cinerpa domicile et puis le travail qu'on a effectué avec Daphna et bientôt avec Nicolas. Donc voilà. Merci à toutes et à tous. Je vous invite à regagner la salle.